Bonjour Cécile Aignan. Bonjour. Bienvenue à TV5 Monde, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes journaliste au quotidien Le Monde depuis 2004, correspondante à Beyrouth de 2009 à 2013 et vous publiez aux éditions Anne Carrière Le fil de nos vies brisées, des vies brisées par la guerre en Syrie et dans votre livre en particulier, la vie quotidienne et les vies brisées par la guerre totale atroce qui a ravagé la ville d'Alep entre 2012 et 2016 quand la ville a été reprise par l'armée syrienne et par l'aviation russe. Rappelez-nous d'abord ce qui s'est passé à Alep en 2012, quand une partie de la ville en fait, a décidé de se soulever contre le régime de Bachar el-Assad. Si vous le voulez bien, j'ai même envie de recommencer un tout petit peu plus tôt, en 2011, parce que c'est une partie de l'histoire de Syrie qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. C'est le début de la révolution en mars 2011. Voilà, le début de la révolution en Syrie. Ouais. Alors à Alep, vu de loin, il a semblé à presque tout le monde qu'il ne s'y passait rien. En réalité, il y avait déjà aussi des manifestations beaucoup moins importantes en envergure que dans d'autres régions. Voilà, oui. Régions en Syrie. Mais par contre, il y avait des manifestations réprimées extrêmement durement. Ouais. Et en 2012, l'armée libre, c'est-à-dire l'armée des révolutionnaires, en fait, comme on l'a appelé, l'armée de la rébellion, a pris possession des quartiers d'Est d'Alep et les a gardés sous son contrôle pendant un certain temps, les a administrés. Et du coup, à partir de 2012, la ville d'Alep s'est retrouvée divisée en deux parties. Il y avait la partie ouest qui était une partie plutôt pro-régime et la partie est qui était opposée à Bachar el-Assad. Vous avez dit qu'il y avait l'armée syrienne libre. Il y avait aussi, après, il y a eu des gens, des combattants d'Al-Qaïda, des combattants de l'État islamique. C'était un peu un mélange de plusieurs types d'opposants, entre guillemets, à Bachar el-Assad. Alors, évidemment, toujours et tout plus complexe que ce qu'on pourrait en dire en un mot. Déjà, à Alep-Ouest, il n'y avait pas que des gens qui étaient pro-régime. À Alep-Est, il y avait certainement des gens qui étaient pro-régime et qui sont restés coincés là. On a tendance à trop simplifier. Oui, on a tendance à simplifier. Ouais. Et l'avantage de prendre comme ça des parcours d'individus et de les suivre individuellement, c'est de montrer justement à quel point les choses sont plus complexes, parfois plus simples aussi, mais en tout cas que ces schémas qu'on a dans la tête, parce que toutes ces images qu'on a eues, parce que ce conflit est devenu tellement violent que presque incompréhensible, et qu'il en fallait donc revenir aux individus pour montrer ces subtilités, cette complexité. Et en effet, comme vous le dites, il y a eu plusieurs types de groupes ou de combattants à Alep-Est. Donc il y a eu ceux qu'on a appelés l'armée des révolutionnaires. Certains des manifestants de la première heure se sont déjà sentis trahis par eux parce qu'ils étaient contre les armes. D'autres les ont accueillis comme des sauveurs. Se sont greffés par-dessus différents groupes islamistes, Al-Qaïda et puis l'État islamique, Daesh, qui ont été, d'une certaine façon, d'autres nouvelles trahisons de la révolution première, celle qui voulait le changement et celle qui prenait la non-violence de 2011 jusqu'à l'été 2012. Vous le racontez d'ailleurs dans votre livre, cette différence de comportement et de jugement du régime de Bachar el-Assad divisait certaines familles. À l'intérieur d'une même famille, il pouvait y avoir le père qui était pour Bachar el-Assad et les enfants contre. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est pour ça que je rebondis sur ce que vous disiez, c'est pas aussi simple que vu d'ici. Exactement. On a un petit peu toutes les configurations possibles. Ça a pu briser des ménages. Il y a une jeune femme qui explique que ça a provoqué son divorce. Dans des familles, ça a fâché les parents et les enfants. Il y avait aussi cette culture de la peur qui était très prégnante, très présente pendant toute la dictature qui a commencé avant Bachar el-Assad par son père, et dont ces personnages aussi le racontent très bien en expliquant un petit peu leurs souvenirs d'enfance et comment leurs parents leur transmettaient l'histoire du passé et aussi parfois le silence, c'est-à-dire on n'en parlait justement pas de ce passé, certainement pour les protéger beaucoup de ce que les anciens redoutaient de ce qui allait se produire, c'est-à-dire une répression aveugle et extrêmement brutale contre toute volonté de changement populaire. La peur, on va y revenir, parce que quand on parlera tout à l'heure de l'avenir de la ville d'Alep, je pense que cette peur, puisqu'aujourd'hui Bachar el-Assad, il a gagné cette guerre d'une certaine manière, peut-être que les survivants, ils auront toujours aussi peur, puisque le dictateur est toujours là. Mais d'abord sur votre livre. Le livre, c'est 9 chapitres, une quinzaine d'histoires,
On peut dire que c'est le destin croisé d'hommes et de femmes d'Alep. Comment est-ce que vous avez recueilli les témoignages de cette quinzaine d'habitants d'Alep? Écoutez, je vous mets au défi. Le premier Alépin que vous allez rencontrer, probablement le premier Syrien, s'il a vécu un petit peu cette période de guerre, il aura des témoignages aussi bouleversants que ceux qui sont écrits dans ce livre. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que je n'ai pas choisi des histoires particulièrement éloquentes, particulièrement tragiques ou bouleversantes ou extrêmement belles. C'est vraiment... Toutes leurs histoires sont comme ça, parce que les circonstances étaient tellement exceptionnelles, tellement brutales, que ça a rendu toute leur trajectoire de vie exceptionnelle. Ensuite, je suis tous allée les voir après la destruction d'Alep-Est, c'est-à-dire après l'hiver 2016. Oui. Et lorsqu'ils étaient tous dans un exil qu'ils n'avaient pas choisi, et dans des endroits divers, en Turquie, au Liban, beaucoup en Turquie, et aussi en Europe, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne. En Ce livre, vous l'avez écrit après, donc vous l'avez écrit quand vous étiez revenu à Paris, vous l'avez écrit à Beyrouth, parce qu'en fait, la fin de chacun des chapitres, c'est un chapitre qui est intitulé Cécile, qui est, semble-t-il, daté de Beyrouth. Alors, de toute façon, tous les témoignages sont datés du moment où les personnages me parlent. C'est pour ça que, par exemple, vous avez Hassan qui parle quand il a 16 ans, mais il raconte ses souvenirs de quand il en a 11, ce qui explique aussi sa vision particulière du conflit. En l'occurrence, lui n'y comprend pas grand-chose. Ma volonté, en me glissant moi aussi dans le récit, c'était déjà vis-à-vis d'eux, c'était, on va dire, un peu un deal de départ, de prendre ce pari, de dire que, contrairement à cette impression-là qu'on a presque tous, que cette violence est aussi lointaine, étrangère, voire barbare, en réalité, nous sommes extrêmement proches, et nos styles de vie, nos façons de réagir dépendent de nos caractères, de nos drames personnels, de nos liens familiaux. Et donc l'un des défis était déjà de faire cet effort moi-même, de me mettre à leur niveau et de montrer aussi la jeunesse de ce livre et le pourquoi du personnel d'Alep dans cette histoire. Mais c'était aussi simplement une volonté de me mettre non pas comme le narrateur ou un journaliste qui serait supérieur, mais de faire le même effort qu'eux, c'est-à-dire le courage qu'ils m'ont donné de rentrer dans la confidence et souvent dans l'intimité, des choses assez difficiles à dire. La confiance qu'ils vous ont fait. La confiance qu'ils m'ont donnée, c'était une façon de la leur rendre en étant également très, très sincère sur les événements qui ont aussi abouti à l'écriture de ce livre. Qu'est-ce qui a motivé la journaliste basée à Beyrouth que vous étiez au moment de cette guerre à écrire ce livre de mort, de souffrance? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à ce point à cette ville d'Alep? Alors il y a plusieurs raisons. Déjà, n'importe quelle ville de Syrie mériterait un traitement comme celui-là, c'est-à-dire d'essayer d'écouter la voix des habitants. Alep, c'était une des plus belles villes du monde avant. Et voilà surtout, ce qui en reste. Ouais. Voilà ce qu'il en reste. C'est un drame. C'est un drame comme toute autre ville qui serait détruite. Celle-là, selon moi, a quand même un symbole universel, dans le sens où elle est considérée comme l'une des plus anciennes villes de l'humanité encore habitée aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le patrimoine d'Alep qu'on a laissé détruire, que nous avons tous laissé détruire, était notre patrimoine à tous, c'est-à-dire que vous et moi, nous avons nos origines qui sont là-bas, l'écriture, les religions monothéistes, toute une partie de ce qui fait aujourd'hui notre identité même européenne provient de là-bas, et sa destruction, en ce sens, avait pour moi une dimension universelle. Et c'est pour cette raison principale que j'ai choisi Alep plutôt qu'une autre ville de Syrie. Vous venez de dire « laisser détruire », que nous avons laissé détruire. Et c'est aussi un livre, j'ai l'impression, pour dénoncer l'abandon, l'indifférence du monde et des Occidentaux en particulier face à cette tragédie d'Alep.
Alors, je ne pense pas qu'il a la volonté de dénoncer, parce qu'en réalité, ce sont les jeunes Syriens qui le dénoncent. Oui. Moi, je ne fais que rapporter leurs propos, parce que ce sont eux à chaque fois qui parlent. Et eux, ils ne dénoncent pas, ils sont accablés et ils ont un sentiment de trahison. Par contre, c'est un livre qui devrait nous interroger, parce que le miroir qu'ils nous donnent de ce qu'ils attendaient de nous, de l'image qu'ils avaient d'une Europe souvent fantasmée, des idéaux qu'ils avaient d'une justice internationale, des lignes rouges qu'avait tracées Washington, etc., qui n'ont pas été respectées. 21 000 morts à Alep, il faut le rappeler, ce sont les chiffres officiels. Les chiffres officiels, pour le moment, on va attendre, parce qu'il y a encore tellement de disparus que nous ne connaissons pas les chiffres officiels. En tout cas, ça montre en effet l'ampleur de la tragédie. Comment on survit, là je parle des Alepins, comment on survit à une guerre d'une telle intensité? Comment la population d'Alep a fait pour résister? Vous parlez d'un livre de douleur, de guerre et de mort. C'est évidemment une tragédie, mais c'est aussi un livre qui parle d'amour, de solidarité, de liens extrêmement forts, d'une espèce de grâce qui surgit comme ça, parfois entre les ruines, comme certaines plantes fragiles qui sont capables de pousser à peu près n'importe où, ou des moments de solidarité merveilleux dans les moments les plus inattendus et dans les ténèbres. Et c'est cette résistance, c'est-à-dire c'est ce qui font qu'ils restent humains et qu'ils continuent à vivre et à chercher à vivre et à refuser la mort que leur envoyaient et le régime et l'aviation russe, et aussi Daesh et les groupes islamistes. Et c'est toutes ces instants de résistance qui ont fait que non seulement ils sont des survivants d'Alep, mais que surtout ils sont des vivants d'Alep, c'est-à-dire qu'ils sont restés dans la vie et dans l'espoir. Et c'est pour ça que l'histoire n'a pas fini d'être écrite. Je voulais juste terminer, l'introduction, vous l'avez baptisée, vous l'avez écrit « Ressusciter Alep ». Elle va ressusciter, on peut ressusciter de telles cendres? On ne ressuscitera pas Alep, mais on dit souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Je pensais qu'il fallait absolument écrire les paroles de ces grands vaincus et ressusciter, c'est un peu cette mémoire. Ça sera leurs mots, avec des couleurs, des odeurs, leurs souvenirs. Merci. Et c'est rendre hommage à cette ville et à ses gens. À ses habitants. Merci Cécile Aignan, Le fil de nos vies brisées. Jeanne Carrière, merci pour ce très beau livre.